Le 8 mai 1945, la nouvelle que le monde libre attendait fut annoncée. La guerre en Europe, qui avait commencé par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie 6 ans plus tôt, était terminée. Les nations alliées pouvaient enfin célébrer cette victoire si difficilement acquise. Cela avait été un conflit long et dévastateur. Sa fin fut naturellement un déferlement de joie qui se répandit dans les villes d'Europe et au-delà. De Moscou à Londres, les rues se remplirent d'une foule en liesse, et tandis que leurs cris de joie retentissaient, les chefs des nations victorieuses pouvaient se réjouir que leurs efforts aient permis de restaurer l'ordre et l'harmonie. Le Troisième Reich d'Hitler avait été finalement vaincu et il était maintenant temps pour les trois grandes puissances, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, de décider de l'avenir de l'Europe d'après-guerre. Mais sans ennemi commun, la chaleureuse camaraderie entre les Alliés sur le champ de bataille commençait à s'estomper. La fracture entre démocraties occidentales et Russie communiste s'aggravait. Dans le Pacifique, en revanche, la guerre continuait à faire rage. Aucune issue n'était encore envisageable. Pour les Japonais, se rendre était un sort pire que la mort, et suivant leurs anciennes traditions, ils étaient déterminés à combattre jusqu'au dernier. Comme les pertes alliées ne diminuaient pas et que les États-Unis se préparaient à envahir les îles japonaises, des décisions graves devaient être prises. Une nouvelle marche allait être franchie pour venir à bout de l'adversaire et la face du monde allait en être transformée à tout jamais. Les événements qui se sont déroulés de juillet à septembre 1945 n'allaient pas seulement marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début d'une nouvelle ère. En septembre 1939, Adolf Hitler avait plongé son pays dans la guerre en faisant miroiter un Reich devant durer 1000 ans, un nouvel empire avec une économie florissante et un territoire sans limite. Après l'invasion de la Pologne, la première année de combat avait été essentiellement marquée par les victoires du Troisième Reich. Tout poussait à croire que ce nouvel empire germanique allait être aussi glorieux qu'Hitler l'avait promis. D'importants territoires avaient été conquis, de la Volga au nord-ouest de l'Afrique, et les nations européennes étaient occupées par des troupes allemandes. Avec l'aide de l'Italie fasciste et de son chef, Benito Mussolini, très vite, pratiquement tout le continent européen allait tomber dans les griffes des forces de l'Axe. Un régime tyrannique allait désormais régner sur l'Occident. Rien ne semblait pouvoir arrêter la machine de guerre nazie, mais les forces alliées se renforcèrent lorsque les États-Unis et l'Union soviétique rejoignirent le Royaume-Uni dans sa bataille. Le sort de l'empire hitlérien apparut dès lors évident et inéluctable. Le 6 juin 1944, les troupes alliées, conduites par le général Eisenhower, débarquèrent sur les plages de Normandie. Cet épisode le plus célèbre de toute la Seconde Guerre mondiale marqua le début de la fin du Troisième Reich. Les armées américaines, britanniques et canadiennes traçaient leur route dans le nord de la France et remportaient des victoires décisives.
Les vies sacrifiées lors du débarquement avaient offert aux Alliés un tremplin en Europe occupée. Les troupes s'enfonçaient profondément au cœur de la France et les Allemands étaient repoussés jusqu'à leurs frontières naturelles. Dans le même temps, les soldats de l'Armée rouge déferlaient sur l'Allemagne depuis l'Est. En 1945, la course vers Berlin faisait rage. Les troupes américaines et britanniques n'étaient pas enclines à s'aventurer trop au-delà du Rhin. L'état-major leur avait d'ailleurs donné l'ordre de laisser le sort de la capitale allemande aux mains des armées de Staline. Eisenhower craignait que trop de vies ne soient perdues lors du combat pour Berlin. La bataille pour la ville s'avéra effectivement l'une des plus violentes de toute la guerre. Bien que largement en sous-nombre, les troupes allemandes résistèrent avec acharnement et défendirent chaque rue, chaque maison. Les troupes russes avaient encerclé Berlin et à la fin du mois d'avril, les soviétiques déferlaient de tous les coins de la ville. Encerclé et sans espoir de s'échapper, Adolf Hitler se suicida le 30 avril dans son bunker situé sous les ruines de la chancellerie du Reich. Craignant de subir le même sort que son allié, le dictateur Mussolini, dont le corps mutilé avait été pondu en public quelques jours plus tôt, Hitler avait donné des ordres stricts pour que son corps soit brûlé. Lorsque les Russes arrivèrent, ils ne trouvèrent que quelques traces de ses restes. Ils arrivaient trop tard pour se venger de l'homme responsable de la mort de 20 millions d'entre eux, et c'est donc le peuple allemand qui supporta la colère des soldats de l'Armée rouge. Le suicide du Führer et ceux de certaines des figures les plus éminentes de l'Allemagne nazie, le ministre de la propagande Joseph Goebbels et le chef de la Gestapo Heinrich Himmler, parmi d'autres, marquaient la fin du national-socialisme. Au début du mois de mai, le drapeau rouge flottait au sommet du toit en ruine du Reichstag. Il ne pouvait exister de signe plus clair de la fin de l'ordre hitlérien. Tôt, le matin du 7 mai 1945, les représentants allemands, les généraux Jodl et Kettel, signèrent les documents d'une reddition sans condition dans les quartiers généraux d'Eisenhower à Reims. À 23h01, heure européenne, le 8 mai, toutes les troupes allemandes devaient cesser le combat. Ainsi se termina la guerre la plus destructrice de l'histoire européenne. Tout ce qui restait du Troisième Reich était un pays aux villes en ruine et une population meurtrie et déboussolée par la faute des chefs qui les avaient conduits au désastre. Le 17 juillet 1945, les chefs des nations victorieuses se rencontrèrent à Potsdam, à quelques kilomètres à l'ouest de Berlin, pour évoquer le futur de l'Allemagne de l'après-guerre. Parmi les participants, le Premier ministre britannique Winston Churchill, dont l'avenir dans ses fonctions était loin d'être assuré. En effet, peu de temps après la victoire, la coalition de temps de guerre éclata. Des élections générales allaient décider si Churchill devait rester comme Premier ministre ou bien être remplacé par le chef travailliste Clément Attlee. Le dictateur soviétique, également présent à Potsdam, s'accaparait les lauriers de la victoire sur l'Allemagne et réclamait des territoires en Europe centrale. Un nouveau visage était apparu dans l'arène politique, celui d'Harry Truman, qui avait pris la place du président Roosevelt après sa mort en avril. Il se montrait beaucoup moins conciliant envers les communistes que son prédécesseur. Compte tenu des orages qui s'annonçaient à l'horizon, ces trois hommes avaient mieux à faire que de contempler leur réussite.
En dépit de leurs différences, ils partageaient encore un objectif commun, s'assurer que l'Allemagne ne puisse plus jamais déclencher de guerre. Pour répondre à cette volonté commune, à l'issue de la conférence de Potsdam, un accord fut conclu, divisant l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Ce qui allait être plus tard appelé l'Allemagne de l'Ouest serait partagé entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, tandis que l'Allemagne de l'Est serait occupée par les Soviétiques. La capitale, Berlin, qui se trouvait dans le secteur soviétique, allait être séparée entre les Alliés, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, contrôlant la partie ouest, et les Russes, la partie est. Les soldats soviétiques occupaient Berlin depuis leur victoire en mai. En juillet, ils furent rejoints par les premiers soldats des troupes d'occupation américaines, britanniques et françaises qui s'installèrent dans les secteurs à l'ouest de la ville. Ceux qui ont visité Berlin dans l'immédiat après-guerre étaient stupéfaits de l'état de la ville où se trouvait encore une population importante tentant de survivre malgré les pénuries dans les ruines d'immeubles d'une ville dévastée. Tous les transports dans et allant à Berlin étaient pratiquement hors d'usage, ce qui aggravait les pénuries alimentaires. Les égouts éventrés durant les combats avaient contaminé les réserves d'eau de la ville. Les bombardements alliés combinés au pilonnage d'artillerie des soviétiques pendant la bataille de Berlin avaient détruit pratiquement un tiers de la ville. Au début du mois de juillet, Churchill fut l'un des premiers à constater de visu les dommages causés. Marchant dans les rues dévastées de la ville, il fut ému par ce qu'il découvrait. Il déclara plus tard que sa haine des Allemands était morte avec leur reddition. Mais en dépit de la compassion que Churchill pouvait ressentir à l'égard de la population allemande, les responsables alliés voulaient amener face à la justice les responsables du régime nazi. La guerre déclenchée par Hitler avait occasionné d'immenses pertes humaines, entre autres 20 millions de morts rien que pour l'Union soviétique. La part la plus importante des pertes en Russie, comme dans la plupart des pays d'Europe, avait été subie par les populations civiles. Lors de leur progression en Allemagne, dans les dernières semaines du conflit, les Alliés avaient constaté les horreurs que tant d'hommes et de femmes avaient supportées. Sur leur route vers Berlin, les Américains et les Soviétiques avaient découvert les camps de concentration et les déportés venus de toute l'Europe et de la Russie. Dans certains camps, aucun n'avait survécu et seuls des empilements de corps témoignaient. Dans d'autres camps, ceux qui avaient réussi à survivre à l'horreur de leur internement souffraient de sévère malnutrition et la plupart étaient dans un état désespéré. Il fut vite évident que ce n'étaient pas des milliers, mais bien des millions de personnes qui avaient été systématiquement assassinées par les nazis. Parmi eux, des civils et des soldats russes, des Polonais, des Tziganes et tous ceux qui s'étaient opposés au régime nazi. Mais par-dessus tout, les nazis avaient ciblé les Juifs. Pratiquement les 2 tiers de la population juive d'Europe avaient été massacrés. Ces massacres resteront dans l'histoire de l'humanité sous le nom de la Shoah. Devant ces accumulations de crimes, il fut décidé, à Potsdam, qu'un tribunal militaire international serait formé sous la responsabilité des gouvernements américains, britanniques, russes et français.
Cette décision allait conduire au plus important procès pour crimes de guerre à Nuremberg, une ville connue pour avoir été le lieu des grands rassemblements du parti nazi et considérée comme la capitale idéologique du Troisième Reich. C'était donc l'endroit idéal pour marquer symboliquement l'échec du nazisme. Le procès des principaux criminels de guerre des nations de l'Axe allait permettre de rendre justice pour les horreurs impardonnables commises sous le régime hitlérien. Parmi les nazis de haut rang condamnés à Nuremberg se trouvait Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe et second d'Hitler. Il fut condamné à mort pour son rôle politique et militaire pendant la guerre et pour son rôle dans l'extermination des Juifs. Mais Göring allait contrecarrer ses juges en se suicidant par pendaison la nuit précédant son exécution. Rudolf Hess, qui fut un adjoint d'Hitler avant d'être capturé en Angleterre en 1941, fut condamné à la prison à perpétuité et demeura à la prison de Spandau, à Berlin, jusqu'à la fin de ses jours. L'amiral Karl Dönitz, chef de la Kriegsmarine et stratège des U-Boot, puis président de l'Allemagne nazie dans les jours qui suivirent le suicide d'Hitler, fut condamné à 10 ans d'emprisonnement. Wilhelm Keitel, chef de la Wehrmacht, fut condamné à mort et pendu. La plupart des médecins qui s'étaient livrés à des expérimentations pseudo-médicales dans les camps de concentration furent également condamnés à Nuremberg. Mais en attendant que justice soit rendue, la Seconde Guerre mondiale se poursuivait encore, car le Japon résistait toujours. L'Empire du Soleil Levant avait commencé la guerre contre l'Occident en décembre 1941 en bombardant la base navale américaine de Pearl Harbor. Ses conquêtes en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique avaient été couronnées d'autant de succès que l'avaient été les attaques allemandes en Europe de l'Ouest. Mais les forces navales américaines retrouvèrent leurs forces et petit à petit, les Alliés chassèrent les Japonais des territoires conquis. De la Nouvelle-Guinée aux Philippines, les Japonais furent rapidement contraints à des batailles défensives. Durant l'été 1944, la campagne d'île en île de l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique, avait mené les troupes alliées jusqu'aux îles Mariannes, à portée du Japon. Pendant la campagne des Mariannes, les Marines s'étaient emparés des îles de Guam, Saipan et Tinian. C'était d'une importance stratégique majeure pour les phases finales de la guerre du Pacifique, car de ces positions, les bombardements contre le Japon pouvaient commencer. Les Américains avaient lancé leur premier bombardement contre le Japon dès 1942, lors du raid de Doolittle, à partir d'un porte-avions et envoyé des bombardiers depuis la Chine ou l'Inde. Ces missions s'étaient avérées inefficaces. La logistique des bases aériennes était très difficile et les avions avaient à couvrir de telles distances que la charge offensive était sacrifiée au bénéfice du carburant. Construire des pistes sur le terrain difficile des îles Mariannes n'allait pas être une petite affaire. Il était cependant évident que disposer de bases aériennes si proches du Japon constituait un avantage décisif. Non seulement les Mariannes pouvaient être ravitaillées par navire, mais les avions décollant depuis ces îles pouvaient emporter leur pleine charge de bombes. La destruction des sites industriels et des bases militaires allait donc être la cible stratégique des bombardements alliés.
Après un intense labeur en novembre 1944, la première des nouvelles pistes fut prête à être utilisée et la guerre aérienne contre le Japon commença. Des bombardiers B-29 Super Fortress étaient arrivés des États-Unis pour assurer les premières attaques depuis les îles Mariannes. Le 24 novembre eut lieu le premier raid massif contre le cœur du Japon. Le B-29 était le bombardier le plus sophistiqué de son époque, capable de voler à 10 000 mètres d'altitude à plus de 570 km/h. Ceci le rendait assez peu vulnérable aux tirs de la DCA. Mais les pilotes de chasse japonais défendaient leur ville avec acharnement. Il y eut inévitablement des pertes au cours de ces raids. En plus des risques encourus par les bombardiers, les bases aériennes elles-mêmes furent attaquées. Des destructions considérables furent infligées à la base américaine de Saipan à la fin novembre 1944, mais les missions contre le Japon continuèrent sans répit. Tandis que les B-29 décollaient des Mariannes, la Navy préparait des raids complémentaires depuis ses porte-avions basés à quelques centaines de kilomètres du Japon. Des cibles avaient été imputées aux pilotes des avions embarqués, cibles situées au cœur des zones industrielles. Les bombardements de précision détruisirent un bon nombre d'usines importantes. Les aérodromes constituaient également des cibles stratégiques, car les pilotes japonais continuaient à couler des navires et à abattre des avions, causant de lourdes pertes parmi les équipages. Après avoir atteint leurs objectifs à l'intérieur des terres, les avions alliés mitraillaient les navires et les ports sur leur chemin du retour vers les porte-avions. Par chance, pour les pilotes qui ne parvenaient pas à rentrer, des sous-marins alliés étaient là pour récupérer ceux qui avaient pu s'extraire de leurs appareils. Durant la guerre, environ 500 pilotes ont été sauvés des eaux du Pacifique par les sous-marins américains. Les attaques de l'aéronaval étaient couronnées de succès, alors que celles menées par les B-29 Super Fortress ne s'avéraient pas satisfaisantes. Bien qu'ayant été très efficaces lors des raids contre l'Allemagne, les largages de bombes explosives en haute altitude n'avaient pas les mêmes effets contre les bâtiments japonais, souvent faits de papier et de bois. Encore plus grave, les B-29 rataient leurs cibles régulièrement. Les pertes augmentaient, de nombreux avions étaient abattus, la stratégie alliée s'avérait coûteuse. Il devenait urgent de la modifier. Au début de l'année 1945, le général Curtis LeMay fut chargé de diriger les opérations de bombardement du Japon. Il suggéra de charger les avions de bombes incendiaires et de pratiquer des raids nocturnes à basse altitude au lieu des bombardements diurnes à haute altitude. Les bombardements dits de précision allaient être remplacés par des bombardements de zone et le résultat sur les îles japonaises se révéla dévastateur. Le 24 février, le premier raid fut lancé et 174 B-29 survolèrent Tokyo. Les feux qui résultèrent du largage de leurs bombes détruisirent la ville sur 250 hectares. Deux semaines plus tard, le 8 mars, une opération encore plus destructrice fut lancée. Cette fois, 335 bombardiers furent envoyés contre Tokyo, tous chargés de bombes au magnésium, au phosphore blanc ou au napalm. Dès le début du bombardement, des vents forts attisèrent l'incendie
et une véritable tempête de feu envahit la capitale japonaise. Le bombardement le plus destructeur de la Seconde Guerre mondiale détruisit plus de 4000 hectares de Tokyo et laissa plus d'1 million de personnes sans abri. Beaucoup furent piégés par le feu. On estime à environ 100 000 le nombre de victimes de cette attaque. Nombreux sont ceux qui comparèrent cette tactique à un meurtre de masse. Mais le général Lemay pensait que si cette attaque pouvait accélérer la fin de la guerre, ne serait-ce que d'une seule journée, alors elle était utile. Parallèlement à la campagne de bombardement, les Marines poursuivaient leur approche du Japon. En février 1945, les combats pour une île minuscule du nom d'Iwo Jima, au sud du Japon, commençaient. Des chasseurs zéro y étaient basés et on espérait que s'emparer de cette île éliminerait la menace que ces avions faisaient peser sur les B-29 décollant depuis les îles Mariannes. Une fois conquise, Iwo Jima pourrait devenir une escale permettant aux avions alliés de venir ravitailler. Mais la conquête de cette île déserte allait s'avérer dantesque. L'île était formidablement fortifiée. Les Japonais s'y étaient enterrés sans aucune intention de battre en retraite. La bataille obligeait les Marines à se battre pour Iwo Jima, centimètre par centimètre, rampant dans la cendre volcanique sous les tirs de barrages ennemis. Un reporter décrivit la situation sur l'île comme un cauchemar en enfer. Les combats furent acharnés. Et, avant même que le drapeau ne soit dressé au sommet de la butte, 28 000 Américains avaient été tués ou blessés. De la garnison japonaise forte de 23 000 hommes, 1000 seulement survécurent. Iwo Jima fut déclaré sûr le 26 mars. Les efforts des Marines avaient fait la différence comparés au bombardement de Lemay. Les B-29, opérant depuis les îles Mariannes, étaient désormais soutenus par la protection aérienne des Mustangs, équipés pour affronter l'ennemi dans le ciel du Japon et les accompagner à partir d'Iwo Jima dans leur mission d'attaque. Durant le printemps, les raids sur le territoire japonais continuèrent. Les officiers d'état-major américains étudiaient les plans de l'invasion finale du Japon, opération nom de code Downfall. Le Japon est un archipel constitué de milliers d'îles volcaniques et montagneuses, ce qui rendait hasardeuse toute stratégie de débarquement. Sur les 4 îles principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, peu de zones convenaient pour des opérations de débarquement. Seules quelques plages dans la plaine de Kanto sur l'île de Honshu, au sud-ouest et au sud-est de Tokyo, et les plages de Kyushu étaient des zones possibles pour l'attaque. Les Alliés prirent la décision d'une attaque en 2 étapes. La première, nom de code Opération Olympique, concernerait le sud de Kyushu. La construction de bases aériennes sur place permettrait de mettre en place une couverture aérienne pour l'opération suivante, l'opération Coronet, c'est-à-dire l'attaque de la baie de Tokyo sur Honshu. L'opération Olympique était prévue pour le 1er novembre 1945. L'armada mobilisée serait la flotte la plus importante de toute l'histoire militaire.
14 divisions américaines étaient prévues pour prendre part au premier débarquement. Une fois l'invasion de Honshu commencée, 25 divisions seraient à leur tour engagées. La principale inquiétude des Américains concernait les pertes qu'ils prévoyaient énormes. Les Japonais avaient fait la démonstration de leur détermination à combattre jusqu'à la mort. La crainte d'attaque biologique existait aussi car les Japonais y avaient eu recours lors de leur guerre contre la Chine. D'après les estimations, les pertes américaines pourraient s'élever à 1 million d'hommes lors de ces combats. En avril 1945, le jusqu'au-boutisme des Japonais dans leur volonté de résister prit un tour dramatique. L'île d'Okinawa, lourdement fortifiée et qui se trouve à 500 km du Japon, devait être utilisée comme base avant l'invasion de Honshu. En avril, les premiers navires britanniques et américains débarquèrent des divisions des Marines et de l'armée. Alors que les Marines se battaient pour déloger les Japonais, une arme nouvelle particulièrement redoutable apparut. La force d'invasion alliée allait devoir affronter l'arme la plus mortelle imaginée par les Japonais. Les Japonais, pour sauver leur empire, avaient détourné le mythe du kamikaze et l'avaient instrumentalisé pour leur dernière grande attaque, l'opération Chrysanthème. Vague après vague, des centaines de pilotes firent plonger leurs avions sur les navires alliés, se sacrifiant à la totale stupéfaction des équipages. Au cours des 3 mois qui allaient suivre, 36 navires alliés furent coulés et des centaines d'autres endommagés. En dépit de cette défense désespérée, les combats d'Okinawa continuaient. Finalement, les Américains gagnèrent la bataille d'Okinawa, mais 38 000 d'entre eux furent tués et 12 000 autres blessés. Le commandant de l'opération, le général Buckner, aussi, y trouva la mort. Au cours des 6 premiers mois de 1945, les pertes américaines avaient dépassé le total des 3 années précédentes. Au vu de ces chiffres, il ne faisait aucun doute pour les commandants alliés que toute tentative d'invasion des îles japonaises allait entraîner des centaines de milliers, sinon des millions, de pertes humaines. Cependant, en dépit de la conviction des Alliés que les Japonais, militaires comme civils, allaient combattre jusqu'au bout pour défendre leur nation, de nombreux Japonais aspiraient à la paix. Depuis février, plus de 60 villes avaient subi les raids de terreur de Lemay et la ville de Tokyo même était en ruine. Le bâtiment de la Diète, où le gouvernement japonais se rassemblait, était l'une des rares structures encore debout. Le bilan ne faisait que s'aggraver. Les industries vitales pour l'effort de guerre étaient détruites, la situation dans le pays devenait désespérée. Des millions de gens commençaient à fuir les villes et ceux qui étaient restés devaient faire face à des conditions de vie extrêmement difficiles. En plus des attaques aériennes, Lemay avait également lancé l'opération Starvation, qui consistait à miner les routes maritimes vitales et les ports afin d'interrompre le trafic. Rapidement, les pénuries de carburant et de nourriture se firent cruellement sentir. La situation devenait invivable et pour la première fois, la population japonaise civile commença à se retourner contre les militaires. Dans tout le pays, des gens appelaient à la paix, pressés de mettre fin à la guerre et aux bombardements américains qui, raid après raid, détruisaient tout sur leur passage. Des changements à la tête du Japon commençaient également à confirmer les espoirs du pays pour la paix. Le Premier ministre, Tojo, le va-t-en-guerre, qui avait amené le pays à se lancer dans le conflit en 1941, avait été forcé de démissionner après la chute de Saipan pendant l'été 1944. Son remplaçant, Kyunaki Koiso, était en place depuis moins de 9 mois lorsque son gouvernement chuta en avril 1945.
le baron Kotaro Suzuki fut élu pour diriger le pays. Le premier ministre Suzuki était un amiral en retraite, héros de la guerre russo-japonaise, et à la différence de bien des membres du gouvernement, il ne croyait pas que son pays devait continuer à combattre. Sa présence au gouvernement était un signe clair que le parti de la paix était important au Japon. Désormais, même l'empereur Hirohito commençait à envisager la fin de la guerre, réalisant que son empire n'avait plus aucun espoir de contrer le raz-de-marée américain. En mai 1945, le conflit en Europe touchait à sa fin. La paix devenait plus urgente que jamais car toute la puissance des forces américaines était désormais centrée sur le conflit au Pacifique. L'objectif du cabinet du Premier ministre Suzuki était de garantir les conditions de la paix en cas de reddition inconditionnelle. Suzuki se tourna vers un improbable allié. En avril 1941, le Japon avait signé un pacte de neutralité avec la Russie. Et bien que les Japonais fussent liés à l'Allemagne nazie après la signature du pacte tripartite, ils avaient pris la décision de ne pas se joindre à Hitler lorsqu'il entama sa guerre contre l'Union soviétique en juin 1941. Cet accord était toujours valable en 1945, et les Japonais espéraient que les Soviétiques joueraient le rôle de médiateurs pour négocier l'armistice avec les Alliés. Suzuki et son entourage décidèrent d'envoyer le prince Fuminaro Konoe à Moscou à la tête d'une délégation de paix. Konoe avait désespérément tenté d'empêcher le Japon d'entrer en guerre contre l'Amérique en 1941. On espérait donc qu'il pourrait faire quelque chose pour ménager l'avenir de son pays. Mais les Japonais ignoraient que Staline avait déjà conclu des arrangements avec les Britanniques et les Américains concernant le sort du Japon. Lors de la conférence de Yalta en février 1945, sans considération pour le traité signé avec le Japon 4 ans plus tôt, Staline accepta de participer à la guerre contre le Japon impérial 3 mois après la défaite de l'Allemagne nazie. En retour, on lui promit des concessions territoriales importantes, dont la Mandchourie, les îles Kouriles et Port Arthur en Corée, qui toutes se trouvaient dans la sphère d'influence japonaise. Il n'est donc pas très étonnant que lorsque la délégation de Suzuki contacta les Soviétiques pour négocier la paix, ils ne rencontrèrent que le silence de la part de Moscou. Bien vite, la crainte que les Soviétiques ne représentent qu'une menace, au même titre que les Américains, vit le jour. Le jour où la conférence de Potsdam commença, le 17 juillet, les navires de l'US Navy et la Royal Navy tirèrent 200 000 tonnes d'obus contre la zone côtière au nord-est de Tokyo en préparatif de l'invasion. Peu après, l'Union soviétique rappela tout le personnel et les familles de son ambassade au Japon, dévoilant ainsi qu'ils avaient l'intention de passer à l'attaque. L'avenir s'annonçait décidément bien sombre pour le pays du soleil levant. Il y avait cependant d'autres préoccupations dans les relations internationales. Truman et Churchill s'inquiétaient de plus en plus de l'expansionnisme brutal des Soviétiques. En juillet 1945, l'armée rouge contrôlait les pays baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, tandis que les réfugiés, par millions, tentaient d'échapper à la mainmise communiste sur leur pays. Contrairement aux accords signés à Yalta en février, Staline avait installé un gouvernement communiste en Pologne, malgré le refus de la majorité des Polonais. Il défendit sa position en insistant sur le fait que la prise de contrôle de l'Est de l'Europe était une mesure défensive face à une possible future attaque. L'influence communiste grandissait en Europe, et Américains et Britanniques commençaient à craindre que le Japon ne soit pas le seul de leurs soucis. Le président Truman nourrissait une profonde méfiance à l'égard des communistes et redoutait qu'en Asie comme ailleurs, la Russie ne progresse.
C'est pourquoi le président américain considérait que moins l'Union soviétique serait impliquée dans les dernières étapes du conflit, mieux ce serait. Pour cela, il fallait une alternative fiable à l'implication soviétique. Cet espoir était le projet Manhattan, un plan secret s'appuyant sur les recherches d'Albert Einstein dans le domaine de la fission nucléaire. Les scientifiques avaient développé les théories émises par Einstein à l'université de Chicago. Le 16 juillet, une étape décisive fut franchie. Au Nouveau-Mexique, les scientifiques testèrent avec succès la plus puissante des armes jamais créées, la bombe atomique. Avec cette arme à leur disposition, les Américains réalisaient qu'ils pouvaient mettre un terme à la guerre et réduire les pertes américaines sans faire appel aux Soviétiques. Truman faisait tout ce qu'il pouvait pour tenir à l'écart l'Union soviétique de la force d'invasion. La course pour le Japon débutait. Au quartier généraux de la 20e Air Force dans les Mariannes, Curtis LeMay et son équipe travaillaient 24 heures sur 24 pour définir un plan concernant l'utilisation de cette nouvelle arme top secrète. Les Soviétiques, dans le même temps, rassemblaient leurs troupes à la frontière mandchoue au sud-est de la Chine, en préparation de l'invasion de ce territoire aux mains des Japonais, prévue pour le 8 août, exactement 3 mois après la reddition de l'Allemagne nazie. Les tensions montaient à Potsdam. De plus, des changements soudains au sein de l'arène politique apparurent. Winston Churchill, qui avait quitté la conférence le 25 juillet dans l'attente des résultats des élections britanniques, n'avait pas été réélu. Clement Attlee était donc venu en Allemagne à sa place en tant que nouveau Premier ministre britannique. Il se joignit à Truman et Staline pour les décisions finales concernant le conflit. Ils firent une déclaration commune le 26 juillet, intimant au Japon l'ordre de se rendre. Les exigences alliées étaient que les politiques qui avaient entraîné le Japon dans la guerre soient écartés, les criminels de guerre punis et le Japon occupé. Au Japon, Suzuki, qui attendait et espérait toujours une réponse de la part de l'Union soviétique à sa requête concernant un accord de paix, donna sa réponse qui, sans doute, en raison des subtilités de la langue japonaise, sembla ambiguë. Pour les Alliés, c'était un acte de défiance. Le 6 août, l'histoire de la guerre changea pour toujours. Truman donna l'ordre qu'une bombe atomique soit chargée à bord d'un B-29, baptisé du nom de la mère du pilote, Enola Gay. Il décolla depuis l'île de Tinian et se dirigea vers sa cible, un important centre militaire du nom d'Hiroshima, une ville dont la population dépassait les 300 000 habitants. C'était un lundi matin ensoleillé et calme. La ville commençait à reprendre son activité lorsqu'à 8h15, la bombe fut larguée. Environ 1000 hectares de la ville furent réduits en cendres, tuant 30% de la population sur le coup.
Les hommes comme les bâtiments furent désintégrés par l'explosion, et la tempête de feu qui s'ensuivit fit d'innombrables morts parmi les civils. Tout ce qui restait d'Hiroshima, une fois la fumée disparue, était une zone dévastée et rasée, où nombre d'habitants n'étaient plus que des ombres imprimées sur les murs en ruine par l'éclair de lumière blanche. Pendant les 4 heures qui suivirent l'attaque, le gouvernement japonais ignora ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'un avion soit envoyé pour observer la ville. Un énorme nuage de fumée y planait toujours, mais la véritable horreur de la situation ne faisait que commencer. Le bilan allait s'aggraver de plus en plus car les survivants mouraient à cause des radiations. Le président Truman annonça qu'une bombe atomique avait été larguée sur Hiroshima et avertit fermement les Japonais qu'en refusant ces conditions, ils pouvaient redouter une terrible dévastation comme jamais il n'en avait été vu sur Terre. Deux jours après l'attaque sur Hiroshima, le 8 août, les Soviétiques franchirent la frontière avec la Mandchourie, mettant un terme aux espoirs américains de laisser les Soviétiques en dehors du théâtre d'opérations du Pacifique. Mais Tokyo continuait à ne pas répondre aux appels pour une reddition inconditionnelle. Le 9 août, Truman mit à exécution sa menace en faisant larguer une autre bombe sur le Japon, cette fois sur la ville de Nagasaki. Une nouvelle ville venait d'être rayée de la carte. Le gouvernement japonais et l'empereur comprirent que le sort de leur pays ne leur appartenait plus. Face à la menace d'autres attaques nucléaires, l'empereur Hirohito fut forcé de tirer un trait sur l'espoir d'une fin honorable à la guerre. L'insupportable doit être supporté, annonça-t-il, et finalement, le 14 août, le Japon accepta les termes de la déclaration de Potsdam et offrit sa reddition inconditionnelle. Le lendemain, le président Truman fit le discours que le monde attendait. Je considère cette réponse comme une pleine acceptation de la déclaration de Potsdam qui spécifie les termes de la reddition inconditionnelle du Japon. Lorsque la nouvelle de la reddition arriva, une vague de soulagement se répandit au sein des troupes américaines qui affrontaient les Japonais depuis bientôt 4 ans. Le bain de sang était terminé, la guerre était finie. Le 30 août, les troupes américaines et la 6e division de Marines débarquèrent sur une plage au sud de Tokyo, marquant le début de l'occupation du Japon. Lorsqu'un commandement américain fut mis en place, le drapeau étoilé flotta triomphalement sur le sol japonais. Un peu plus tard, ce même jour, le commandant des forces américaines sur le théâtre d'opération du Pacifique du Sud-Est, le général MacArthur, atterrit sur l'aérodrome d'Atsugi à Tokyo et prit le contrôle de l'Empire du Soleil Levant. Le matin du 2 septembre 1945, la délégation japonaise monta à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo pour l'officialisation de la reddition. MacArthur, qui assumait la fonction de commandant suprême des forces alliées au Japon, dirigea la cérémonie qui marquait la fin de la guerre du Pacifique. Son discours refléta les espoirs des millions de personnes qui aspiraient au rétablissement de la paix dans le monde.
C'est mon espoir le plus sincère, et bien sûr l'espoir de toute l'humanité que, de cet acte solennel, un monde meilleur puisse émerger du sang et des carnages du passé. Représentant l'empereur Hirohito, le ministre japonais des Affaires étrangères, Chikmitsu, remit la reddition de son pays et accepta le désarmement complet du Japon et de toutes ses forces militaires. Une fois que tous les représentants des nations qui avaient pris part au combat dans le Pacifique eurent signé le document, MacArthur mit un terme à la guerre en déclarant « Prions pour que la paix soit désormais rétablie dans le monde. » La Seconde Guerre mondiale prit fin officiellement à 9h08 le 2 septembre 1945. Dans tout le Pacifique et dans le sud-est asiatique, les Japonais baissaient les armes. Le 4 septembre, sur l'île de Wake, les troupes impériales se rendaient aux Américains 3 ans et 4 mois après les en avoir chassés. En Malaisie et dans toute l'Asie, les forces britanniques et du Commonwealth acceptèrent la reddition des troupes japonaises et bientôt, l'Union Jack flotta fièrement sur la ville coloniale de Singapour après pratiquement 4 ans d'occupation. Dans les Philippines, le tigre de Malaisie, le général Yamashita, se rendit avec le reste de son armée au général Jonathan Wainwright, qui avait conduit la bataille pour la défense de ce pays en 1942. Le général avait été détenu dans les camps de prisonniers pendant les 40 mois précédents. Le moment de réclamer justice à l'homme responsable de tant de morts américains et philippins arrivait enfin pour Wainwright. Tout comme le tribunal de Nuremberg a jugé les criminels de guerre nazis, ceux qui étaient reconnus responsables de la guerre en Asie allaient payer pour leurs responsabilités durant ces années d'horreur. Aux côtés de Yamashita, le Premier ministre Tojo, qui avait été si prompt à conduire son pays dans une guerre contre l'Occident, fut condamné à mort et exécuté. Les Japonais, dont tous les rêves d'un empire conquérant s'étaient envolés, devaient, maintenant, apprendre à vivre aux côtés des Américains qui occupaient désormais leur pays. Le Japon allait devoir évoluer pour devenir une nation nouvelle. Dans une certaine mesure, le mode de vie allait s'adapter à la modernité, sans renier les lois anciennes qui le régissaient jusqu'alors. Les horreurs de la guerre s'estompaient doucement. Le Japon, comme l'Allemagne, allait renaître de leurs cendres profondément transformées. La Seconde Guerre mondiale avait fait rage pendant 6 longues années et coûté la vie à des millions d'êtres, de l'Europe à l'Asie. L'humanité pouvait maintenant espérer un futur plus clément. L'aube d'une nouvelle ère historique venait de poindre, mais des années de troubles allaient bientôt l'obscurcir.